Jongleur des mots, dompteur d'idées. Mathieu Bock-Côté, tout un spectacle cérébral. Alors, dans un peu plus d'une semaine, ce sera les élections européennes, le 9 juin, et plusieurs considèrent qu'il s'agira des élections européennes les plus importantes de l'histoire des élections européennes. J'entends par là que leur portée serait immense, qu'il ne s'agirait plus du scrutin des pauvres, mais d'une élection qui compte pour l'avenir du vieux continent. Plusieurs familles politiques s'y affrontent, mais dans le récit, d'une partie du récit médiatique, du discours médiatique, on nous dit il y a l'élite, véritablement, le bloc central qui défend l'Europe, et une montée des populistes et de l'extrême droite qui menacerait la démocratie. Est-ce que ce récit correspond à la réalité des choses? Pour en parler, nous recevons Alexandre Devecchio, qui est journaliste au Figaro et qui est l'auteur d'un livre qui connaît un franc succès ces derniers temps, Les nouveaux enfants du siècle, qui s'intéresse à la nouvelle génération qui émerge politiquement en France. Alexandre Devecchio, bonjour. Bonjour Mathieu Bock-Côté. Alors, question première, est-ce qu'on est vraiment devant cet affrontement en 2019, rappelez-vous, Emmanuel Macron disait les progressistes contre les nationalistes. On a l'impression que c'est le même récit, mais radicalisé cette fois, ce serait l'état de droit contre les populistes qui menaceraient la démocratie. Est-ce que ce récit correspond à la manière de raconter les élections européennes dans les médias? Ça correspond à la manière un peu manichéenne de raconter ces élections dans certains médias. Ça correspond aussi à une forme de manœuvre politique, puisque depuis maintenant presque 10 ans, depuis les 2 mandats d'Emmanuel Macron, il y a une forme de duo qui s'est installé entre lui et Marine Le Pen. C'est un duel, mais c'est aussi un duo, car d'une certaine manière, les deux font système. Il n'empêche que, une fois qu'on a parlé de manœuvre politique, du fait qu'en plus Emmanuel Macron est cette fois-ci menacé sur sa gauche par la liste de Glucksmann, qui n'est pas très loin, qui a 2 points, et que donc il a besoin finalement de polariser face à Marine Le Pen pour faire oublier les autres candidats. Une fois qu'on a analysé cela, ce qui est une réalité, mais qui fait aussi partie du jeu politique, quand il y avait le clivage droite-gauche, l'UMP et le PS faisait exactement la même chose que fait aujourd'hui Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Une fois qu'on a dit ça, il y a un réel clivage. Alors effectivement, beaucoup moins manichéen que celui qui est présenté dans la presse progressiste, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un récit qui est mis en place et qui ne fonctionne d'ailleurs plus très bien. On le voit bien d'ailleurs dans le résultat des sondages. Le récit, c'est qu'en réalité, il y a le chevalier blanc Emmanuel Macron qui est un défenseur de la démocratie face à Marine Le Pen qui serait le retour de la menace fasciste. Je crois que plus personne ne croit réellement à cela. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un clivage entre un parti franchement européen, qui est celui d'Emmanuel Macron, avec une vision spécifique de l'Europe, une Europe multiculturaliste, supranationale, extrêmement technocratique, où l'on confie le pouvoir à des bureaucrates non élus, et en face, Marine Le Pen défend une vision assez claire qui est celle de l'Europe des peuples et des nations. Et je crois que c'est de plus en plus le clivage qui est structurant en France. Ça rappelle d'ailleurs d'une certaine manière le Québec, hein, le clivage entre les souverainistes et les unionistes. C'est un peu comme ça qu'on pourrait définir le clivage en France, même si à ce clivage-là se superposent d'autres clivages. Le clivage droite-gauche existe toujours. Il y a sans doute un clivage entre les conservateurs et ceux qui sont le plus progressistes sur le plan sociétal, mais je crois qu'il y a vraiment un clivage qui se structure finalement autour de ce qui était en 2005 et même un peu avant avec le traité de Maastricht, la France du oui et la France du non. Et donc ça, c'est aussi intéressant, c'est une véritable recomposition politique qui est en marche. Mathieu Bock-Côté. Je vais peut-être vous laisser reprendre. J'allais préciser parce que je pense que dans la recomposition, elle est pas totalement achevée, mais je vous laisse peut-être poser quand même une deuxième question. Non, mais dans cet esprit, allez-y sur la recomposition, mais j'aurais une question ensuite sur la génération émergente. C'est-à-dire ce que je pense, c'est qu'effectivement, il y a ce clivage qui se structure peu à peu, mais qu'on est quand même dans une période à la fois de décomposition et de recomposition, et que le clivage définitif n'est sans doute pas arrêté. Et ce qu'on remarque dans ces élections européennes,
c'est peut-être qu'il y a un pôle de droite qui se reconstitue, mais une droite qui n'a plus rien à voir avec la droite LR, qui était finalement une droite assez européiste, assez techno-gestionnaire. Là, on aurait une droite qui serait très majoritairement nationale populiste, matinée de conservatisme, puisqu'on voit bien que à côté du pôle constitué par Marine Le Pen, il y a un pôle qui est en train de se former, plus identitaire et plus conservateur, autour de Reconquête et même autour d'une partie de LR, puisque Bellamy, le candidat qui a été choisi, est un candidat plutôt conservateur. Donc ça, ce serait pour le bloc sans doute appelé à être majoritaire dans les années à venir. Il y a le bloc central, mais le bloc central, qui est effectivement le bloc macroniste, qui est un bloc techno-progressiste, européiste affirmé, et un bloc qui, à mon avis, s'affaisse et n'a pas forcément vocation à constituer l'avenir de la politique française, puisque c'est un bloc qui est constitué par le poids électoral, notamment des retraités, de la génération du baby-boom. On voit bien qu'il est très affaibli, puisque Emmanuel Macron représentait jusqu'ici autour de 25%, de 25 à 30% dans l'espace politique. Il serait réduit à 16% si l'on en croit les sondages. C'est dû effectivement à l'usure de pouvoir, mais je crois que c'est dû aussi à un phénomène de recomposition et à un phénomène également démographique, puisque mécaniquement, la génération du baby-boom qui a dominé politiquement ces dernières années va avoir un rôle moins important dans les années à venir. Et donc, en concurrence de ce bloc central, il y a un bloc de gauche qui est en train de se reconstituer, mais une gauche beaucoup plus radicale, je dirais, avec peut-être une illusion d'optique, c'est que pour ce qui est des européennes, c'est Raphaël Glucksmann qui est en tête de ce bloc-là, mais Raphaël Glucksmann n'est pas très loin du bloc centriste, donc ce serait une gauche modérée qui serait en tête. Je crois que c'est un peu une illusion d'optique, puisque les européennes, c'est aussi une élection à la proportionnelle où l'électorat se disperse. Et si on regarde d'autres indicateurs, Jean-Luc Mélenchon, qui est à peu près à 8% aujourd'hui, enfin la France insoumise, qui est donc la gauche radicale, attire énormément le vote des jeunes. Si on regarde les deux partis qui attirent le plus le vote des jeunes, c'est le Rassemblement national et la France insoumise. Donc je crois que dans le futur, on aura effectivement un affrontement entre une droite nationale, populiste, conservatrice, et une gauche radicale, extrêmement communautariste, peut-être un peu plus eurosceptique d'ailleurs. Et je crois que ça, à terme, l'affrontement sera donc entre la génération réac, et dans ma bouche c'est pas forcément péjoratif, la génération qui vote aujourd'hui pour le Rassemblement national notamment, et la génération woke qui vote pour Jean-Luc Mélenchon. Alors, il nous reste 3 minutes environ. Je poserai la question sur certaines figures politiques dont on parle des deux côtés de l'Atlantique. Jordan Bardella, par exemple, Marion Maréchal, qui est dans le parti Reconquête, François-Xavier Bellamy, vous l'avez mentionné, chez les LR, Sarah Knafo, qui est aussi chez Reconquête. Vous parlez de la génération de la mondialisation malheureuse dans votre livre « Les nouveaux enfants du siècle ». Qu'entendez-vous par là? Oui, c'est-à-dire que ces figures politiques, qui sont des figures qui ont été longtemps classées par les éditorialistes en France à l'extrême droite, sont pas des figures issues de l'extrême droite traditionnelle. Je crois que ce sont des enfants du siècle. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre ainsi, des enfants de leur époque, qui sont effectivement nés tous autour de la chute du mur de Berlin, le moment où les élites qui sont encore au pouvoir aujourd'hui et dont Macron est l'un des représentants croyaient à la mondialisation heureuse, croyaient à la fin de l'histoire, au règne de la technocratie et du marché, croyaient à l'utopie européiste également. Simplement, l'histoire ne s'est pas déroulée comme prévu. Les figures politiques que vous citez, qui sont nées donc à la fin des années 80, ont grandi dans le monde marqué par le 11 septembre. C'est souvent d'ailleurs l'événement historique dont ils se souviennent. En premier, pour ce qui est de la situation plus spécifiquement française, elles ont grandi avec les émeutes de banlieue. Ça a été le moteur de l'engagement politique de Jordan Bardella, qui a grandi à Saint-Denis, dans un HLM, dans une cité, et qui donc s'est construit politiquement face au multiculturalisme, face à une immigration non intégrée, face à un basculement démographique
auxquels on a pu assister dans ces quartiers-là. Donc c'est vraiment la génération qui a vécu les désordres engendrés par la mondialisation, désordres identitaires d'un côté, j'en ai parlé, mais aussi désordres sociaux. Et là, on retrouve dans le vote FN qu'il y a une grande part sociale, c'est-à-dire les délocalisations, la désindustrialisation massive de la France, la fin de l'État stratège, le fait que ce qu'on appelle la France périphérique soit une France paupérisée où il n'y a plus de services publics, plus de travail. Donc la conjugaison de ces deux phénomènes a engendré, je crois, une génération qui tente de répondre aux problèmes politiques du présent et qui n'a rien à voir avec les heures les plus sombres de l'histoire, comme on voudrait nous le faire croire. Alexandre Devecchio, vous êtes journaliste au Figaro, rédacteur en chef, si je ne me trompe pas, rédacteur en chef au Figaro. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Les nouveaux enfants du siècle. Merci à vous. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci.